Allez, eh ben écoute, on va pouvoir y aller, ouais. Attends, mais tu vas encore parler d'un film d'horreur? Oui. Mais tu t'es pas déjà foutu de la gueule de la colline à des yeux d'eux? Si, oui, pourquoi? T'as vraiment envie de colporter l'idée comme quoi les films d'horreur c'est de la merde? Pourquoi tu me réponds pas? Corentin? Oh! Ah non, t'as pas intérêt à me couper avec le générique. Vendredi 13 est une saga majeure du cinéma d'horreur, surfant sur la vague des slashers ayant débuté avec Black Christmas de Bob Clark et surtout Halloween de John Carpenter. Oui, Big John. La saga Vendredi 13 débute en 1980 avec le film Vendredi 13 en fait, et ne s'arrêtera plus jusqu'en 2009. 30 ans, 12 films, dont une sorte de spin-off, même s'il s'inscrit à peu près dans la continuité, mettant en scène Jason contre Freddy, ce qui signifie que ce film est à la fois le 11e opus de la saga Vendredi 13 et le 8e de la saga Freddy. Mon dieu, le cinéma d'horreur, c'est complètement fou. One eternity later. Bref, si je commence à m'embarquer là-dedans, j'en aurai pas fini, donc je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, Jason X commence et stop, déjà je comprends plus rien, stop. Pourquoi le film s'appelle Jason X? Je veux dire, c'est quoi? C'est un spin-off de la saga Vendredi 13? En principe, non, puisqu'il n'y a rien qui le différencie d'un autre Vendredi 13. Et puis en plus, on pourrait très bien dire Jason 10, puisqu'en fait, c'est la suite directe de Vendredi 13 partie 9. Enfin, je sais que ça a l'air de rien, mais c'est con, c'est comme si après Harry Potter 5, on était passé à Poudlard 6. Puis c'est quoi en fait? Jason XX, c'est quoi? C'est une référence à de la SF? C'est quoi? C'est comme X-Files? Ou alors c'est un X genre c'est une carte au trésor, il va falloir creuser là où il y a le X, c'est quoi? Bon, en 2008, Jason est maintenu prisonnier par le gouvernement américain dans le centre de recherche de Crystal Lake. Je rappelle que Crystal Lake, c'est une petite bourgade où 3 clampins se courent après, et donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt de construire un centre de recherche à Crystal Lake, qui, au passage, est le lieu des massacres des premiers films. Ça doit être un genre de coïncidence. Après avoir tenté de tuer Jason pendant 2 ans, Rowan, une scientifique, finit par se rendre à l'évidence que Jason est immortel et décide de le cryogéniser pour éviter tout danger. Mais comme une décision intelligente n'a pas sa place dans un slasher de ce type, le Dr Wimmer préfère utiliser Jason pour faire avancer la recherche sur la régénération cellulaire. Dr Wimmer qui n'est autre que le célèbre réalisateur David Cronenberg. Mais alors David, on s'est perdu? Non, en vrai c'est parce que James Isaac, le réalisateur du film, c'était le directeur des effets spéciaux sur les films de Cronenberg. Mais bon, c'est pas très cool de faire tomber les copains dans sa chute, hein. Bien entendu, tout ce beau monde se fait copieusement suriner sa race, et c'est donc le moment d'activer le compteur de meurtre. Multi-kill. Rowan, qui contrairement à ses collègues a l'air d'avoir des neurones en état de marche, parvient à attirer Jason et l'enfermer dans le tube cryogénique. Mais comme toute action réfléchie ne peut se terminer bien dans un slasher, Jason transperce de sa machette le tube et par la même occasion le bide de cette pauvre Rowan. Le tube cryogénique étant percé, toute la pièce se retrouve congelée. 445 ans plus tard, l'humanité a fui la Terre après avoir soigneusement bousillé son écosystème. Ah, la science-fiction! Mais régulièrement, des scientifiques viennent encore faire des prélèvements et des analyses. C'est ainsi que 3 étudiantes, Sunaron, Janessa et Azrael, non pas celui-ci, dirigées par le professeur Lowe Brandon et accompagnées par l'androïde KM-14, découvrent les corps congelés de Jason et de Rowan. Tu es en train de dire que nous pouvons la ramener à la vie? Oui, mais elle se détériore. La porte ayant été ouverte, l'hibernation a été interrompue. Mais du coup, c'est avec quelle énergie que le froid a pu être conservé dans la salle? Enfin, je veux dire, comme ces gens viennent du futur, on aurait pu imaginer, je sais pas, qu'il y avait eu un nouvel hiver nucléaire ou une ère glaciaire. Mais là, non, rien n'est expliqué. Après, vous allez peut-être me dire qu'il est vain de chercher des explications rationnelles dans un film mettant en scène Jason le mort-vivant, mais bon, je sais pas pourquoi, mais ce genre de petits détails m'agace. Qu'en penses-tu, public? On bat les couilles, frère. Eh bien, soit. Ils décident de ramener les corps de Rowan et de Jason sur leur vaisseau sur lequel il y a tellement d'autres personnages aussi secondaires qu'inutiles que je zappe volontiers leur présentation. Estimant que Rowan peut être décongelé et sauvé, il la soigne au moyen de nanotechnologie. De son côté, Jason est déclaré mort et la stagiaire nommée Adrienne est chargée de procéder à sa dissection. Alors, sincèrement, n'y voyez pas une remarque sexiste de ma part, mais juste une considération d'hygiène et sécurité, on va dire. Est-ce que ça, c'est une tenue valable pour disséquer un cadavre vieux de 455 ans? En fait, de façon globale, toutes les femmes sont étonnamment peu vêtues dans ce film. C'est vraiment étrange. Est-ce que dans le futur, notre biologie, elle a tant évolué que, je sais pas, les hommes et les femmes ont vu leur homéostasie évoluer différemment, de telle manière qu'en fait, la température des corps... Tu fais exprès de pas comprendre?
Oui, on apprend que le professeur Lowe est en galère de thunes, mais que le corps de Jason le mort-vivant pourrait valoir son pesant d'or auprès d'un collectionneur. Car oui, Jason a marqué l'histoire et est encore connu 455 ans après sa disparition, grâce à ses tueries de masse. Ah, je ne peux pas me faire voler la fetette. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose et c'est donc tout naturellement que le film vous propose d'en apprendre un peu plus sur la personnalité des personnages tout en retenue et subtilité. On lui enlève ses vêtements. Ok, j'y vais. Je m'occupe de ses fesses. C'est un grand garçon. Je parie qu'il est monté comme un mammouth. Poilu, Qui c'est qui a été un méchant garçon? C'est moi. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu les aimes? Ils sont bien. Ah. Pourquoi tu ne le reconnais pas? Tu as envie de moi. Attends-moi, je suis pas prête. Dépêche-toi. Surprise, motherfucker. Alors ok, je comprends vaguement l'intérêt de ces scènes de sexe, l'idée étant de reprendre le principe du death by sex du slasher, c'est-à-dire que celles et ceux qui s'adonnent au plaisir de la chair finiront en chair à pâté. Sauf que là on est en 2001, les premiers slashers qui utilisaient ce code comme Halloween ou Vendredi 13 datent de déjà plus de 20 ans à l'époque, et Scream avait même tourné en dérision ces codes en 1997, soit 4 ans auparavant. Là ça fait juste un peu ringard, et puis ce côté cheesy il est renforcé par cet éclairage de série M6 quoi, enfin comment vous voulez avoir peur dans ces conditions ? Maman! Alors que le compteur de meurtre semblait cryogénisé, voilà que le réal délaisse la réalisation d'un film érotique cheapos pour un slasher tout aussi cheapos. Dès lors, l'intérêt du film ne réside pas dans son histoire, mais dans la mise en scène des meurtres. Donc... Jason poignarde le gars que Wikipédia appelle Stoney, il tue Azrael, non, toujours pas celui-ci, avec une prise de catch, il explose la tête de Dallas contre un mur, il manque de tuer Crutch le pirate, enfin, soit c'est un pirate, soit le département costume est en roue libre. Et Jason élimine un à un tous les soldats présents dans le vaisseau. Multi-kill. Les personnages décident d'accoster sur le Solaris, une sorte de station spatiale avec des troupes d'élite qui pourront régler son compte à Jason. J'ai pris contact avec l'équipe de Solaris. Ils sont une 60aine de professionnels surentraînés qui seront prêts à intervenir. Mais comme un plan bien élaboré ne peut bien aboutir dans un slasher, Jason tue le cow-boy pilote du vaisseau. Ok, donc le département costume était vraiment en roue libre. Le vaisseau s'écrase contre le Solaris, tuant tout le monde à bord. Monster kill. Alors que les survivants semblent nier l'évidence que Jason est immortel, quand bien même la scientifique du début, la Rowan, pourrait leur confirmer, ils se font surprendre par Jason, oh là là, quelle surprise, qui se met à les poursuivre. Et étant donné que leur vaisseau est endommagé, notre petit groupe de demeurés pense pouvoir s'enfuir à bord d'une navette. Mais pour une raison qui dépasse l'entendement, en fait, le professeur Lowe n'a pas suivi le groupe et se fait donc naturellement épingler par Jason. Il décide de négocier avec lui et lui tourne le dos. Je répète, il décide de négocier avec lui et lui tourne le dos. Ouais, les tigres! Ouais, non, je connais, mais il faut juste leur tourner le dos. Oui, puis ça suffit, oui, la menace s'en va. Oui. Bon, notre petit groupe de débilos la prépare leur fuite, Fry embrasse KM-14, donc l'androïde qu'il a lui-même construite. Mais c'est pas de l'inceste, techniquement? Rowan trouve Brodsky, le chef de la troupe de soldats décimés, qui avec une ablation des intestins est plutôt en bonne forme, je trouve. Crutch le pirate amorce le lancement de la navette de sauvetage mais est tué par Jason. Alors que les survivants sont sur le point de quitter leur vaisseau, c'est le moment pour le personnage de Kinsa, la seule présente dans la navette de sauvetage, de faire péter sa crise de panique et de tenter de s'enfuir seule, sans attendre la fin du transfert de carburant. Jason vient pour finir le boulot, mais KM-14, qui apparemment a pu faire la dernière mise à jour Android, décide de solo XP en faisant du 1v1. Donc ça part dans une scène de bagarre molle repompée sur Matrix sortie 2 ans plus tôt, mais qui a au moins l'intérêt de faire avancer l'intrigue, puisque Jason se retrouve découpé en petits morceaux. KM, qui c'est ta maman? Stop! Votre relation est déjà suffisamment étrange comme ça! À présent éparpillé façon puzzle, aucune chance que Jason ne revienne. Les gentils ont gagné. Ils parviennent à réparer le vaisseau, puis ils colonisent une nouvelle planète sur laquelle ils fondent une société utopique, égalitaire et autogestionnaire, spécialisée dans la production et le commerce de cannabis bio, et c'est la fin du film. C'est vrai? Non.
Non, bien sûr, Jason se reconstitue au moyen des nanotechnologies qu'on a vues plus tôt dans le film et devient Uber Jason. Il est donc plus fort que jamais, hein, avec son armure en plastique véritable là. Bon, je vous passe toute une série de péripéties aussi chiantes qu'inutiles, mais retenez seulement que KM perd la boule, que ce mec qui joue mal crève en tentant de se faire exploser avec Uber Jason, et que Jason perce la coque du vaisseau, ce qui tue l'une des survivantes façon steak haché. Stop! Tu devrais respecter les sensibilités de tout le monde dans tes vidéos. C'est-à-dire? Bah, c'était caché, tu te fermes à une partie du public. Oui, je vois. Caviar d'aubergine, ça irait? Ouais, c'est valide. Ok. Jason perce la coque du vaisseau, ce qui tue l'une des survivantes façon caviar d'aubergine. Une équipe de sauvetage s'arrime au vaisseau, mais la porte ne s'ouvre pas. Il faut donc la débloquer et pour occuper Jason, les survivants le placent au cœur d'une simulation holographique de Crystal Lake en 1980. Cela dit, cette séquence, aussi absurde soit-elle, est plutôt drôle. Brodsky se sacrifie encore pour permettre aux autres de s'enfuir. Le vaisseau explose, Jason se transforme en étoile filante, deux jeunes au bord d'un lac font un vœu et s'embrassent sous le ciel étoilé, et c'est la fin du film. Non, mais tu déconnes, c'est pas la vraie fin. Regarde. Une étoile filante. Bon, ça va être très dur de rebondir après ça, mais je vais essayer. Le film m'a fait me questionner sur la notion d'horizon d'attente. Quand j'ai lu le résumé du film avant de le voir, j'étais convaincu d'avoir affaire à un film volontairement comique, dont le but était de pousser à l'extrême les codes classiques de l'horreur jusqu'à les rendre risibles. Et en ce sens, j'aurais pu considérer que ce film était bon si ce contrat était rempli. La séquence avec l'illusion holographique veut clairement se moquer des slashers des années 80. Cela dit, la saga Vendredi 13 suit cette direction depuis au moins le 6e opus. Ce n'est pas Jason X qui a introduit l'humour et le fun dans la saga. J'aurais aimé un film jusqu'au boutiste à la fois gore et comique, quitte à complètement démystifier le personnage de Jason, mais là le film reste dans un entre-deux bancal, pas assez effrayant pour un film d'horreur, et pas assez ouvertement comique pour une comédie. De plus, je me répète, mais Jason X souffre clairement de la comparaison avec Scream, qui manipule avec beaucoup plus d'habileté les registres comiques, parodiques et horrifiques, et simultanément. Il m'a semblé lire ici ou là que le film était aimé par certains fans de la saga Vendredi 13 et sur le principe je peux comprendre, mais selon moi il manque à ce film une vraie rigueur cinématographique pour qu'il puisse être qualifié de parodie. En réalité, on est plus proche du plagiat. Par exemple, toute la scène d'élimination des soldats me fait beaucoup penser à Aliens, le second opus de la saga Alien. En fait, tout le film, globalement, est un plagiat de la saga Alien. Une équipe composée de scientifiques et de soldats, qui débarquent sur une planète hostile, qui ramènent la menace avec eux, qu'ils choisissent d'étudier, mais leur expérimentation se retourne contre eux et le monstre finit par les traquer et les tuer un à un. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Peut-être le film a-t-il souhaité détourner les codes du slasher, mais il ne réussit qu'à être un alien-like, et sur cet aspect, il se prend grave au sérieux. Puis, en ce qui concerne les actrices et les acteurs, s'ils avaient toutes et tous choisi d'adopter un surjeu volontaire, d'accord, mais clairement, personne n'insuffle la même intention dans le métrage. Entre celles et ceux qui y croient trop, celles et ceux qui n'y croient pas assez, et celui qui, clairement, est juste mort à l'intérieur... Oui, ça y est, ils ont eu ce type. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, accrochez-vous! Attention! Téléporté? On se casse! Quelle semaine! Allez, allez! C'est génial! Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique! T'es nul! Il y a une absence de cohérence qui jette un flou sur le ton et l'intention du film. Et enfin, Jason X n'a pas non plus de continuité du point de vue visuel. Je trouve certains plans plutôt inspirés, notamment l'introduction du film qui me rappelle le travail de Caro et Jeunet. Et il y a aussi des scènes de meurtre plutôt jouissives et inventives, et il y a même des petits easter eggs sympas comme les dés du Faucon Millenium, juste là. Mais il y a également tous ces passages immondes tout droit sortis du Nether du direct tout DVD. Le film expose Jason en pleine lumière à de nombreuses reprises, et ça pourrait être vu comme une intention de sortir du cliché du monstre tapis dans l'ombre, mais ça ne peut fonctionner qu'à condition que la tension horrifique repose sur d'autres ressorts, ce qui n'est pas le cas ici. Dans la mesure où le film s'inspire d'Alien, il est très difficile de ne pas jouer sur la claustrophobie, l'obscurité et le hors-champ. C'est pourquoi Jason X ne peut pas être regardé comme un film parodique légèrement subversif, mais bien comme un nanar qui échoue, malgré ses bonnes intentions, à être ce qu'il aurait rêvé d'être. Allez, à bientôt sur la chaîne Exploration de Culture.